Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Et j'ai le plaisir de vous lire aujourd'hui, fidèlement, une chronique signée Adnan Debbar, intitulée Espagne-États-Unis, l'autonomie à crédit 1-2, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. À travers 2 chroniques, Adnan Debbar propose une lecture stratégique de la diplomatie espagnole à un moment de recomposition des équilibres internationaux. La première, publiée dans cette édition, analyse les tensions apparues entre Madrid et Washington autour de l'usage des bases militaires américaines, révélatrice des limites d'une autonomie stratégique que l'Espagne tente d'esquisser au sein de l'Alliance Atlantique. La seconde, qui suivra dans la prochaine édition, déplace le regard vers le flanc sud de la péninsule ibérique et montre comment le rapprochement avec le Maroc, amorcé en 2022 autour de la question du Sahara, a contribué à stabiliser l'environnement régional de Madrid. Ensemble, ces 2 analyses éclairent les conditions géopolitiques qui permettent à une puissance moyenne d'élargir prudemment ses marges de manœuvre diplomatiques. Les crises diplomatiques ont parfois une vertu rare. Elles révèlent des tensions qui existaient déjà, mais que la routine des alliances dissimulait. Le refus de Madrid d'autoriser l'usage des bases de Rota et de Morón dans les frappes américaines contre l'Iran a produit cet effet. Pour Washington, ces installations constituent depuis des décennies un maillon essentiel de son dispositif militaire en Méditerranée. Pour l'Espagne, elles rappellent un héritage stratégique plus ancien, forgé dans les années les plus dures de la guerre froide. L'épisode a donc soulevé une question plus profonde qu'un simple désaccord tactique. L'Espagne cherche-t-elle à redéfinir sa relation stratégique avec les États-Unis ? Ou Pedro Sánchez tente-t-il seulement de tester les limites d'une autonomie diplomatique encore incertaine ? Cette résistance trouve d'ailleurs des relais naturels dans le paysage politique espagnol. Le Parti populaire et Vox, traditionnellement atlantistes, n'ont cessé de dénoncer ce qu'ils présentent comme une mise en danger des intérêts stratégiques du pays. À leurs yeux, toute distance prise avec Washington affaiblit la position de l'Espagne au sein de l'Alliance et fragilise des décennies d'intégration sécuritaire. Dans un contexte de fragilité parlementaire du gouvernement, cette opposition constitue un frein immédiat à toute reconfiguration trop affirmée. Ajoutons à cela un paradoxe économique trop discret pour être négligé. L'Espagne est structurellement déficitaire dans sa relation commerciale avec les États-Unis. Elle importe pour 30 milliards d'euros de biens américains, dont une part croissante d'énergie, quand elle n'en exporte que pour 16,7 milliards. Ce déséquilibre, qui s'est creusé de 34% en 2025, signifie que Madrid ne dispose pas de l'excédent commercial qui pourrait la protéger d'éventuelles représailles. Pire, sa dépendance énergétique lui crée une vulnérabilité supplémentaire. Depuis quelques années, l'Espagne est devenue l'un des principaux acheteurs de gaz naturel liquéfié américain. Une alternative devenue cruciale après la rupture des approvisionnements russes et les tensions avec l'Algérie. Le GNL américain représente désormais près d'un tiers de la consommation espagnole et le pétrole américain 15%. Cette nouvelle donne crée une vulnérabilité silencieuse. Washington dispose d'un levier énergétique discret mais réel. L'autonomie politique revendiquée par Sánchez se heurte donc à une réalité physique. On ne défie pas impunément son fournisseur d'énergie, surtout quand on est déjà en position de faiblesse commerciale. Pour comprendre la tension actuelle, il faut remonter à l'accord fondateur de 1953. À l'époque, l'Espagne franquiste est isolée sur la scène internationale. Les États-Unis, engagés dans la confrontation globale avec le bloc soviétique, voient dans la péninsule ibérique une position stratégique majeure pour le contrôle de la Méditerranée occidentale et de l'Atlantique. Le pacte signé entre Madrid et Washington scelle un échange simple. Des bases militaires contre la réhabilitation internationale du régime. Rota, Morón ou Saragosse deviennent des pièces essentielles de l'architecture militaire américaine en Europe. Cet arrangement ne crée pas seulement une alliance. Il installe une dépendance stratégique durable. Lorsque l'Espagne entame sa transition démocratique, cet héritage ne disparaît pas. Au contraire, il se transforme. L'adhésion à l'OTAN en 1982, puis le référendum de 1986, consacre l'ancrage atlantique du pays comme un choix assumé par la démocratie espagnole. L'alliance américaine cesse d'être un legs franquiste pour devenir un pilier consensuel de la politique extérieure. Pendant 4 décennies, l'armée espagnole s'intègre profondément dans l'écosystème stratégique occidental. Les équipements, les doctrines et les exercices conjoints renforcent une culture militaire étroitement alignée sur celle de l'Alliance. L'atlantisme espagnol devient moins une posture diplomatique qu'une véritable structure mentale.
continentale. C'est dans ce cadre que se déploie aujourd'hui la ligne de Pedro Sánchez. Depuis plusieurs années, le chef du gouvernement espagnol tente d'esquisser une posture distincte. Elle repose sur quelques principes simples. Attachement au droit international, prudence face aux interventions militaires unilatérales et plaidoyer pour une autonomie stratégique européenne. Cette ligne permet à Madrid de se singulariser dans un contexte international marqué par une polarisation croissante. Elle répond aussi à des considérations politiques internes. Dans une société espagnole où l'héritage pacifiste reste puissant, refuser certaines logiques d'escalade militaire permet au gouvernement de préserver un équilibre délicat entre les exigences de l'Alliance et les sensibilités de son électorat. Mais cette posture se heurte rapidement à ce que l'on pourrait appeler le mur des réalités stratégiques. L'armée espagnole demeure profondément intégrée aux structures de l'OTAN. Les services de sécurité et une grande partie de l'appareil diplomatique restent attachés à l'alliance américaine comme garantie ultime de la sécurité européenne. Surtout, l'Espagne ne dispose pas encore de tous les instruments qui permettraient de soutenir une autonomie stratégique réelle. Son industrie de défense reste limitée et elle dépend largement de partenaires extérieurs pour certains systèmes critiques, qu'il s'agisse de l'aviation de combat, de la défense antimissile ou des capacités de renseignement. La contrainte budgétaire renforce ce dilemme. Madrid plaide pour une Europe capable d'assumer davantage de responsabilités stratégiques, mais refuse d'entrer dans une logique de militarisation accélérée. Le débat sur l'augmentation des dépenses de défense illustre cette tension. L'Espagne veut davantage de marge politique, mais hésite à consentir les investissements massifs qu'exigerait une véritable souveraineté stratégique. Surtout, l'Espagne reste à l'écart du débat le plus sensible de l'autonomie stratégique européenne, celui de la dissuasion nucléaire. Fidèle à l'héritage pacifiste du référendum de 1986, Madrid n'entend pas s'associer aux discussions sur une éventuelle extension du parapluie français. Cette réserve, compréhensible au regard de l'histoire du pays, l'exclut cependant du cœur stratégique du débat européen. Elle confirme que l'autonomie revendiquée par Sánchez restera pour l'instant incomplète. C'est là que se situe le paradoxe espagnol. Pedro Sánchez ne cherche pas à rompre avec l'Alliance Atlantique. L'Espagne reste profondément insérée dans l'architecture stratégique occidentale. Mais Madrid tente d'en renégocier les termes. Elle aspire à conserver les bénéfices de l'Alliance tout en revendiquant une plus grande liberté politique dans certains dossiers. Cette posture correspond à la réalité d'une puissance moyenne, suffisamment intégrée pour compter, mais pas encore assez autonome pour s'affranchir totalement des équilibres existants. L'épisode des bases américaines révèle donc moins une rupture qu'une tentative d'ajustement. L'Espagne explore les marges de manœuvre dont elle dispose au sein de l'ordre atlantique. Elle cherche à transformer son statut d'allié fidèle en position d'interlocuteur plus autonome. Mais l'histoire stratégique enseigne une règle simple. L'autonomie diplomatique n'existe durablement que lorsqu'elle repose sur une puissance capable de la soutenir. Or, c'est précisément cette puissance que Madrid hésite encore à construire. L'Espagne ne sort pas de l'atlantisme. Elle tente d'en redéfinir le prix. Et c'est dans cet espace étroit, entre fidélité stratégique et affirmation politique, que se joue aujourd'hui la diplomatie de Pedro Sánchez. Reste une question. Comment l'Espagne peut-elle se permettre une telle affirmation, alors que son appareil stratégique reste si dépendant et que ses marges budgétaires sont si étroites? La réponse se trouve au sud, là où Madrid a silencieusement reconquis une liberté perdue. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.